It's English O'Clock, the podcast. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous êtes installés confortablement, que vous avez a nice cup of tea in your hands et que vous avez choisi votre favorite spot pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire et vous écoutez It's English O'Clock, le podcast qui a pour but de vous donner des idées, de vous faire découvrir différentes pédagogies, différentes méthodes de travail, mais également de vous faire passer un bon moment en compagnie de personnes plutôt sympas. Enfin, j'espère. Attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de partager des façons de faire. I'm telling you one thing, I'm waiting for nothing. Bonjour et bienvenue dans ce second épisode d'It's English O'Clock, le podcast. Donc pour ce second épisode, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Mrs. Fiona Radcliffe. Bonjour Madame Radcliffe. Bonjour. Donc dans cet épisode, nous aborderons diverses questions que plusieurs collègues d'anglais ont pu m'envoyer. Et j'ai également ajouté quelques questions que je me pose moi-même. Il n'y a donc pas de thématique particulière puisqu'il s'agit d'un petit Q&A. Et c'est pour cela que cet épisode s'intitule donc Tea with Mrs. Radcliffe. Donc Mrs. Radcliffe s'est prêtée à l'exercice de la présentation en musique. Donc, et voici le son qu'elle a choisi. Alors, Mrs. Radcliffe, pourquoi avez-vous choisi ces musiques-là, ces sons-là? Alors, j'ai voulu faire des choses qui étaient complètement différentes de ce à quoi on s'attendait. Pour une inspectrice, j'imaginais qu'on allait s'attendre à des bruits d'élèves dans la cour de récréation, des choses comme ça liées à la pédagogie et la didactique. Et en fait, j'ai choisi deux bruits qui étaient plutôt personnels pour donner une approche un peu personnelle avant quelque chose de très professionnel. Donc, sur le plan du premier bruit, c'est le bruit de la... Alors d'abord, sachez que j'ai essayé de taper beaucoup de mots dans la sonothèque et rien ne marchait. Il n'y avait pas de son. Alors, pour le bruit de la nature, c'est parce que pour moi, la nature, c'est quelque chose de très, très important qui me ressource. J'écris de la poésie, je lis beaucoup de poésie tous les jours. Je passe 2 heures l'été à regarder un lever de soleil, à écrire, et j'écris le soir. C'est toujours quelque chose de très positif, de ressourçant et de très très important. Et c'est ce qui me permet d'être à la fois positive et 100% là pour mes professeurs. Et les pas dans la neige, le deuxième c'était les pas dans la neige en fait. Je cherchais quelque chose en lien avec le Canada parce que j'ai vécu 4 ans au Canada et j'ai eu un parcours scolaire très chaotique. J'ai pas fait de CM2, j'ai pas fait de 6e, j'ai pas fait de 5e. J'étais au Canada et j'ai fait une 4e à Toronto, commencé en retard. En 3e en France, j'ai commencé en retard. L'année scolaire en retard. En une seconde à Washington, j'ai commencé en retard. J'ai déménagé en France. Enfin, et donc pour moi, le Canada, c'était donc à la fois il y avait la présence de la nature, mais aussi j'ai pas été scolarisée. Et l'intégration après dans le système scolaire, alors que j'ai changé de pays, vous voyez, à chaque fois après, Oui. j'ai toujours eu des enseignants extraordinaires qui m'ont aidée. Toujours. Et après, quand je suis devenue inspectrice, ça a toujours été la même chose. Et c'est ça ce qui est extraordinaire dans l'éducation nationale, c'est qu'on travaille avec des gens qui ont vraiment la main sur le cœur, qui sont toujours là pour aider les élèves, toujours là pour accompagner. Et je l'ai vécu à la fois sur le plan personnel, parce que j'adorais mes enseignants, j'adorais mes professeurs, j'étais du style toujours la main levée, et j'avais beaucoup de difficultés parce qu'il fallait que je comprenne à chaque fois dans un pays différent, il fallait que je m'adapte. Et les enseignants ont toujours été super. Et quand je suis devenue inspectrice, eh bien, en fait, j'ai retrouvé la même chose dans l'énorme majorité des cas, des enseignants dévoués, passionnés, qui adorent leurs élèves, adorent la discipline. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi la neige. Merci beaucoup pour cette présentation très personnelle. Je Ouais. suis vraiment content de vous avoir sur le podcast. Et donc, j'ai préparé donc, des petites questions. Donc, ça sera séparé en deux épisodes. Donc, ce premier épisode, il est principalement axé sur l'organisation et la préparation pédagogique, alors que le second épisode sera principalement sur la pédagogie et l'enseignement.
Donc, on aura une petite focale vraiment sur des questions en classe. La première question, et ce qui me permet de faire un petit peu la transition avec l'épisode avec Claudine Martina, donc dans le premier épisode que je vous conseille d'écouter. Pour vous, donc, quelle est la place du français dans un cours de langue? En plus, je sais que vous avez fait un petit post Instagram sur ce sujet-là, donc ça fait aussi lien avec ça. C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Donc, quelle est la place du français et de la langue maternelle, en tout cas dans un cours de langue? Alors, c'est très intéressant parce que je suis pour le maximum du cours d'anglais en anglais. Mais quand je lis la recherche, et je sais que c'est possible, je vais vous donner un exemple concret, mais c'est pas pour vous dire que je m'attends à ce que ce soit tout le temps comme ça. Mais un jour, donc je pense que le podcast, ce sera intéressant si je donne des anecdotes. Un jour, je dois nommer un tuteur dans un lycée, et c'était la pré-rentrée, et personne ne pouvait être tuteur. Et le chef d'établissement me dit, bah voilà, il n'y a plus que monsieur Untel. Et je dis, mais ça peut pas être monsieur Untel, il n'a jamais été inspecté. Et on me dit, c'est pas possible, ça ne doit être que lui. Et donc, on devait être le mercredi, et la pré-rentrée était le lendemain, avec les élèves le vendredi. Et donc, je dis, bah écoutez, je suis désolée, vous annoncez au professeur que je vais l'inspecter vendredi. Donc, c'était le premier jour de classe. Et ce professeur était anglophone. Et je me suis dit, bon sang, ça va être très, très dur pour lui. J'étais vraiment désolée. Donc, je le vois, je lui explique, je lui dis, je suis vraiment désolée, etc. C'est un native speaker. Et ayant été moi-même native speaker en tant qu'enseignante, je sais que c'est vraiment très, très dur pour les élèves pendant les 3 premières semaines. Et en fait, le professeur parle tout le temps en anglais. Et on me dit que c'était des terminales STMG. Donc, c'est pas nécessairement les meilleurs élèves. Et le professeur, premier cours, parle tout le temps en anglais, les élèves comprennent, répondent en anglais. Et là, je me suis dit, on me bluffe. C'est terminal anglais renforcé à l'époque. Donc, je demande discrètement à l'élève à côté de moi, je lui dis, in what class are you, etc. Et puis, elle me dit qu'en effet, elle est en terminale STMG. Et je suis vraiment surprise. Et à la fin du cours, donc j'interroge les élèves et je leur dis, bah, you really have an accent English, etc. Et ils me disent, on a eu le professeur l'année dernière. Et en fait, mon expérience me prouve que c'est important de parler le plus possible en anglais. Parce que, en plus, comme c'est une solution de facilité de passer par le français, souvent les élèves vont jouer avec le professeur en disant « Mais monsieur, on ne comprend jamais quand vous parlez en anglais, on ne comprend pas, l'année dernière, on parlait tout le temps en anglais. » Et par ailleurs, il y a des établissements où c'est vraiment la politique des collègues d'anglais qu'on ne parle qu'en anglais et les élèves n'ont le droit de parler qu'en anglais en cours. Et je vois que ça marche. Par contre, donc c'est là où je vois l'inverse, quand je lis la recherche et quand je vois ce que j'ai pu observer dans certains cours d'inspection, où on croit qu'il faut que absolument tout ait lieu en anglais, eh bien en fait j'ai vu des professeurs souffrir en cours, alors qu'il suffisait de faire un time-out une minute en français pour régler le problème, mais vraiment des professeurs qui, pratiquement les larmes au bord des yeux, parce que l'inspection c'est vraiment important pour eux. Alors qu'il suffisait de faire un court time-out, OK, time-out, on va régler le problème en 30 secondes, il y a quelque chose qui ne se passe pas, vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas, on va régler ça immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, ou on va expliciter, etc. Donc des fois, on souhaite que la majorité se déroule en anglais, mais il ne faut pas s'interdire de passer par le français. Notamment, donc je lisais un article hier sur, je me suis toujours interrogée sur comment on fait cette première partie de séquence où on introduit un thème, alors que les élèves n'ont pas le lexique pour le thème, et on dit au professeur, donc quand je dis on, c'est des mythes qui circulent, que les élèves doivent d'eux-mêmes avoir des besoins langagiers pour qu'on leur donne le lexique qui est nécessaire. Et je trouve ça toujours fascinant, cette idée. Et je lisais un article hier sur preview, view and review. Et en fait, je trouve ça très intéressant, où il y a des professeurs qui donnent des documents bilingues aux élèves, donc en français et en anglais, sur le thème, pour que les élèves se familiarisent avec le thème dans les 2 langues. Puis, on travaille en anglais dans le cours, et après, on review, c'est-à-dire on peut réviser dans les 2 langues à la maison. Et donc, pour moi, et quand je lis, j'ai lu un livre, j'ai lu beaucoup de livres, mais il y avait un livre, c'était Teaching in Large Multi-Level Classrooms. Et dedans, l'auteur explique que,
en fait, quand on a la chance d'avoir une langue commune pour tous nos élèves, c'est vraiment dommage de passer à côté de ça. Donc, je suis pour la majorité du cours en anglais, de faire attention, de ne pas tomber dans l'excès de trop de français, parce que ça m'est arrivé de voir des professeurs qui traduisaient simultanément ce qu'ils disaient, et quand je leur disais, vous vous rendez compte que vous faites ça? Ils me disent, mais non, Madame Radkoff, je ne traduis pas ce que je dis. Et je dis, mais si, en fait, vous traduisez tout. Et il y a des professeurs qui ne se rendent plus compte. Donc voilà ma réponse. Mais je pense que c'est vraiment une question de feeling. Il faut que l'enseignant, il ait réfléchi en amont pour que le maximum se déroule en cours d'anglais. Mais si jamais ça ne marche pas, il ne faut pas s'interdire non plus. Et c'est vrai que, du coup, d'expérience, j'ai vraiment l'impression, en effet, que l'anticipation et la préparation et l'élaboration de la séance, où on sait qu'il va y avoir des difficultés. Alors, vous savez, j'aime beaucoup le jeu, par exemple, et c'est vrai qu'il va y avoir les consignes de jeu, comment on met en place un jeu, et en fait, on se rend compte que soit il faut jouer avec les élèves, soit il faut... en tout cas, il y a toute une préparation à faire. Moi, je me pose quand même toujours des questions sur la grammaire notamment, parce que parfois, donc, ils n'ont pas les termes en anglais. Je sais pas, je vais prendre quelque chose qui est assez complexe pour eux. Par exemple, imaginons la voix passive, mais ça pourrait être autre chose. Et parfois, c'est vrai qu'ils ont déjà du mal à voir ce concept-là. En français, ils ne comprennent pas forcément voilà, le sujet qui est passif, le sujet actif, etc. Et je me dis, du coup, est-ce que c'est possible dans ces cas-là, en effet, de faire cette bulle un peu extraordinaire où on va dire, écoutez, juste pendant ce temps-là, étant donné que c'est un peu compliqué, ou est-ce que vous êtes plutôt à dire, non, on va essayer d'anticiper au maximum pour... Moi, je suis... la raison pour laquelle je fais les webinaires, pour laquelle j'ai fait le compte Instagram, la raison pour laquelle j'ai la chaîne YouTube, c'est parce que je veux vraiment que les professeurs comprennent qu'on n'a pas toujours la réponse. Et vraiment, je lis la recherche, je partage avec les enseignants parce que je veux qu'ils comprennent ce que dit la recherche, mais je pense que c'est aux enseignants de voir ce qui marche. Et ce qui peut marcher avec une classe peut ne pas marcher avec une autre. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que l'élève mémorise et qu'il retienne. Si c'est plus facile de passer par le français, il ne faut pas s'interdire. Dans notre manuel You Did It, nous, on a pris le parti pris de la grammaire en français parce que c'est juste tellement plus simple. Et le problème avec la grammaire, c'est qu'on entre dans des concepts. Et donc, quand on entre dans des concepts qui sont abstraits, il y a des élèves, surtout au niveau 6e, donc il y a un certain nombre d'élèves, et je ne parle pas seulement des élèves de SECPA, tous les élèves, il y a un certain nombre qui ne maîtrisent pas encore les concepts abstraits. Et donc, quand je parlais de mon expérience personnelle avant, en fait, moi, je parlais le français, mais je ne le comprenais pas bien. C'est un peu paradoxal. Il faut vraiment être passé par ce côté-là quand on est jeune. Et donc, c'est pas parce que vos élèves parlent le français que même c'est facile pour eux de maîtriser des concepts abstraits. Donc, je suis plutôt pour ce qui est facile. Et pareil, est-ce qu'on donne la règle ou est-ce que les élèves doivent déduire la règle, etc. Je suis plutôt pour un time-out en français. Mais si vous y arrivez en passant par l'anglais, bravo, c'est très bien aussi. Ouais, c'est un peu une fierté personnelle. Et ça me fait penser du coup aussi à l'épisode d'avant où Claudine disait justement que, en fait, vous allez pouvoir faire un point et vos élèves vont dire oui, on a tous compris. Et en fait, quand on regarde derrière, il y a une grande majorité qui a peut-être compris l'inverse, qui va faire des contresens, qui n'a pas... Ça m'est arrivé une fois de voir un cours entièrement en anglais. Il y avait le chef d'établissement à côté de moi. Et le chef d'établissement me dit c'était vraiment bien, c'était vraiment bien. Et donc, à la fin, j'interroge les élèves. Et les élèves avaient répété I am, you are, he is, she is. En fait, ils avaient répété. Et j'ai demandé aux élèves, alors que veut dire I am? Et il y a des élèves qui ont fait... En fait, ils avaient répété sans comprendre. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour l'enseignante parce qu'en fait, elle s'était rendue compte qu'elle était très contente. Tout le cours avait lieu en anglais. Mais sauf que si on fait répéter et que les élèves ne comprennent pas ce qu'ils disent, c'est contre-productif. Oui, c'est ça. Alors tout à l'heure, vous parliez de You Did It, qui est donc le manuel scolaire que vous avez, vous avez collaboré avec donc des enseignants sur ce manuel scolaire. Et on va être obligé de l'adapter parce que les nouveaux programmes de 6e... oui. Ils arrivent, on est ravis, c'est un défi supplémentaire. On attend que le programme sorte pour pouvoir l'adapter.
Et justement, par rapport à ça, et c'est vrai que j'ai eu des retours de collègues, notamment alors sur des réseaux sociaux, où justement, parfois, il y a des inspecteurs, inspectrices qui, justement, chapeautent, en tout cas, accompagnent l'élaboration d'un manuel scolaire. Et après, quand ils inspectent, vont dire, bah non, non, en fait, il ne faut pas utiliser les manuels scolaires. C'est quoi votre positionnement par rapport au manuel scolaire? Qu'est-ce qui serait une bonne utilisation? Est-ce qu'il y a une bonne utilisation? Est-ce qu'on devrait principalement piocher? C'est toujours quelque chose de Alors, délicat, moi, hein. là, je suis très très claire. Oui. En fait, la réponse que je vais vous donner, c'est suite à la souffrance des enseignants. Je vais vous donner un exemple d'une enseignante qui a démissionné. Et en fait, c'est triste, mais bon, elle a eu un poste après. C'est paradoxal, on l'a prise en tant que contractuelle après. Parce qu'elle était nommée à 1 heure de route de chez elle, elle venait d'avoir un enfant, elle faisait ses séquences, elle avait beaucoup de pression de la part des collègues, etc., pour créer ses séquences elle-même, elle était épuisée. Et il y a des professeurs, 90% de nos enseignants sont des femmes. Elles gèrent les enfants, si ce n'est pas les enfants, c'est les parents, etc. Elles ont les trajets, elles ont beaucoup de responsabilités en plus. Et je trouve ça vraiment dommage. Quand moi j'ai commencé, heureusement que j'avais des manuels, hein, parce que si j'avais dû tout faire moi-même, il faut pas s'interdire le manuel. Le manuel, c'est vraiment une ressource pratique. L'idée qu'un bon enseignant construit ses propres séquences, c'est complètement faux. Alors c'est vrai que pour You Did It, les professeurs, alors j'ai pris Claudine Martina parce que c'était le top du top en grammaire, mais à l'origine j'ai pensé à des professeurs, d'excellents professeurs, et qui construisaient leurs propres séquences. Donc on peut faire un excellent travail en créant ses propres séquences, il n'y a pas de problème. On peut être un excellent enseignant en suivant un manuel de A à Z. Il n'y a pas un manuel. Alors, il va y avoir donc, nous, on a pris le parti pris par rapport à la différenciation. Donc, il y a je me suis vraiment basée sur la dernière recherche pour faire ce manuel. Donc, évidemment, j'ai un plus pour mon manuel, c'est normal, heureusement. Mais en fait, l'idée que les professeurs se font qu'ils doivent créer leur propre séquence de A à Z, pour moi, est une très mauvaise idée et culpabilisateur. Notamment pour le niveau collège, parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver des documents authentiques. Et on passe des heures et des heures et des heures pour trouver des documents authentiques, alors que dans les manuels, vous allez en avoir. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le suivre à la lettre, vous voyez, c'est pas à suivre comme une Bible. Vous pouvez prendre et puis rajouter et enlever en fonction. Alors, il y a juste une chose, faites attention que dans le manuel, on parle bien des pays anglophones et qu'on découvre une culture anglophone. Parce qu'il y a des fois où ce n'est pas le cas. Et donc, il faut faire attention à ça. Mais franchement, si vous êtes très heureux avec un manuel et vous êtes content, vous gardez votre manuel, vous faites votre séquence. Et si l'inspecteur vous dit vous ne devez pas prendre de manuel, eh ben vous lui dites écoutez, pour moi, l'importance, c'est que les élèves progressent. Est-ce que la recherche prouve que si j'utilise un manuel, mes élèves vont moins bien progresser que si je crée mes séquences? Voilà. Mais après, c'est vraiment une question personnelle. Mais c'est quand même un énorme confort. Oui. Et je pense que, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. En plus, c'est vrai qu'on en a beaucoup. Des manuels, on en reçoit assez souvent. C'est un petit peu Noël, tous les 3-4 ans, on reçoit énormément de manuels. Et c'est vrai que ça fait du bien de piocher. On pioche au moins des idées. Et c'est vrai que c'est un gain de temps énorme. Et puis, on peut se baser sur la créativité de beaucoup. Pensez également qu'à force d'avoir du numérique, les élèves, ils n'ont plus de livres entre les mains. Et des fois, les parents ne voient pas comment l'enfant progresse s'il ne voit pas un manuel et comment on progresse dans le manuel. Et donc, des fois, on a des plaintes de parents où on dit, voilà, madame Attel, monsieur Attel, il ne fait rien. Mais en fait, c'est parce qu'il n'a pas rempli son cahier de texte numérique et les parents n'ont pas de matériel pour pouvoir voir ce que l'enfant a fait depuis le début de l'année. Et s'il n'y a pas de trace écrite dans les cahiers, eh bien, en fait, ça donne l'impression que l'enseignant n'a rien fait. Ouais. Donc, c'est vraiment... c'est une question personnelle. Ça fait partie de la liberté pédagogique. En ce moment, on en parle beaucoup avec notre ministre. C'est sûr qu'il y a des techniques qui sont plus efficaces que d'autres.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est déjà une réponse très complète. Et par ailleurs, vous avez évoqué donc les documents authentiques et les thèmes considérés comme non culturels de Bâle. Et on en parlera justement dans le deuxième épisode. Donc D'accord, d'accord. voilà, c'est prévu. Oui, oui, parfait. Alors la prochaine question, elle porte sur l'évaluation de la compréhension écrite et orale. C'est une des questions qui reviennent assez souvent. Alors quid des questions et des consignes? Est-ce qu'elles devraient être plutôt en anglais, en français, ou est-ce qu'on revient justement sur cette question c'est en fonction du public que l'on a en face de soi? Alors moi, je suis pour laisser le choix aux élèves. D'accord? C'est-à-dire que, notamment, parce que si vous faites forcément, l'élève doit répondre, les consignes sont en anglais et l'élève doit répondre en anglais, eh bien, si vous avez un élève qui est très faible, il ne va pas pouvoir prouver qu'il a compris, puisqu'il n'a pas les moyens d'exprimer ce qu'il a compris. Donc ça, c'est vraiment la base. Je suis sûre que tout le monde peut comprendre ce raisonnement-là. Mais également, si vous avez un élève anglophone ou un élève qui est primo-arrivant et qui maîtrise l'anglais mais pas le français, vous le mettez en difficulté, alors qu'il peut exprimer ce qu'il a compris en anglais et il ne peut pas le faire en français. Donc c'est pour ça que je suis plutôt pour laisser le choix. La seule chose, c'est toujours... À la base, je suis quand même plus pour le maximum du cours d'anglais en anglais. Le problème, c'est que c'est difficile de vérifier qu'un élève a compris quand on passe par l'anglais. La consigne en anglais, à la rigueur, mais quand il écrit, des fois, les élèves, ils trouvent des stratégies très fines pour éviter. Par exemple, ils vont recopier des éléments du texte. Et donc, quand ils recopient des éléments du texte, comment on a vérifié qu'il a compris s'il fait que recopier? Et donc, ils vont faire un sort de patchwork avec des éléments du texte en mettant des mots entre. Et en fait, qu'est-ce qu'il a réellement compris? On ne voit pas. Donc, j'ai le souvenir également d'une inspection d'un très bon enseignant qui avait fait tout un travail de compréhension en anglais à partir d'un document audio en anglais. Et je me souviens que à la fin, la réponse, les élèves devaient deviner qui était le personnage. Donc, ils avaient rempli toute la grille, il fallait répondre à des questions, des textes à trous, tout était en anglais. Et le personnage, c'était Tintin. Il fallait trouver Tintin. Et le professeur a dit Tintin. Et après, j'ai interrogé, et en fait, les élèves n'avaient pas compris. Et donc, il faut se méfier. C'est-à-dire que si on fait tout anglais, il faut absolument vérifier que les élèves ont vraiment compris. Et ne pas se satisfaire du fait que, ok, tout le cours a eu lieu en anglais, donc c'est un peu ce que je viens de dire avant. Donc pour moi, je suis pour, il ne faut pas s'interdire le français. Oui, c'est vrai que ça a été. Enfin, moi, c'est une question que je me pose souvent sur les évaluations. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que dans la consigne, on va retrouver des mots-clés. Si l'élève se base sur les mots-clés de la consigne pour aller les chercher dans le document, en fait, c'est assez facile, hein. On va aller poser une question, il va dire ah bah tiens, c'est le même mot que je retrouve dans le texte. Bah la réponse c'est sûrement ça. Et du coup, moi, je me dis mais mince, est-ce qu'il a vraiment compris ou est-ce qu'il m'a juste fait un copier-coller de. Bah, c'est bien, au moins il a repéré, hein, mais. En même temps, c'est une bonne stratégie. Oui. Les mots-clés pour aller trouver la bonne réponse, ça fait partie des stratégies pour prouver qu'on a compris quelque chose. Donc, je trouve que c'est une excellente... Ça veut dire qu'il est très malin. Et c'est important d'être malin dans la vie. Mais c'est ça. C'est-à-dire que si on n'est pas sûr, il vaut mieux passer par le français. Ok. J'aime beaucoup en fait cette idée que vous proposez. En fait, on est vraiment dans de la différenciation et je crois que je vais pouvoir le transférer assez rapidement du coup. J'aime bien cette idée de se dire ben voilà, vous avez le choix entre soit les consignes sont en anglais, soit les consignes sont en français. Et c'est vrai que j'ai déjà eu des élèves qui m'ont dit mais est-ce que je peux avoir juste la version anglais, et parce qu'ils avaient envie d'aller un petit peu plus loin et j'avais pas pu répondre à cette demande-là à l'époque et donc merci beaucoup. J'aime beaucoup cette réponse. Et il y a des élèves qui vont dire non, mais nous on veut le faire en anglais, ils vont vouloir. Oui. C'est très bien, il faut pouvoir les encourager. Oui, mais merci beaucoup pour cette réponse. Et du coup, donc là, on parlait plutôt évaluation. Pareil, donc lors des compréhensions orales écrites, plutôt on va dire dans du formatif, on entraîne les élèves à. Est-ce qu'on peut poser des questions? Et c'est vrai que, alors, donc, ce qu'on a appris, plutôt moi, ce que j'ai appris à l'ESP, c'est on nous a dit attention, pas de questions, pas de texte à trous, il faut essayer de faire en sorte par des activités quand même, c'est-à-dire, je sais pas, création de mind map, des tableaux, etc., mais éviter les textes à trous, éviter pour vérifier la compréhension. Pour vérifier la compréhension. Pardon, pour évaluer, pour vérifier que tu n'as pas compris. Exactement. Éviter le texte à trous. Ok. Et les questions directes, quoi. Éviter les questions directes. Ok. Alors, moi, je suis pour des questions. Alors, ça dépend ce qu'on veut dire par question directe ou indirecte. Quand je pense, par exemple, au niveau A1, A2, B1, etc., des fois,
l'objectif, c'est quand même d'aider l'élève à comprendre ce qu'il doit pouvoir dire, ce qu'il a compris pour atteindre le niveau. Il faut que l'élève il comprenne qu'est-ce que c'est que le niveau A1, A2, B1 quand on est au collège. Et donc, poser une question du style, toute simple, en anglais ou en français, quels sont les mots que tu as repérés, que tu as compris dans le texte? Question numéro 1. Question numéro 2, de quoi parle le document? Et ça, c'est une question A2. Vous n'êtes pas obligé de mettre A2, mais vous pouvez mettre A2. Et puis après, as-tu compris des détails supplémentaires? Et là, on est dans B1. Donc, ce que j'aime bien avec ces 3 questions-là, c'est que ça va guider l'élève plutôt que de ne rien donner. Parce que quand on donne rien, l'élève, il ne sait pas vraiment... un élève peut être perdu sur le plan. On lui demande quand même non seulement de comprendre, mais de comprendre l'anglais, mais de comprendre les attentes qui sont derrière. Et c'est pas facile pour un élève de comprendre les 2 choses en même temps. Donc quand on pose des questions et que ça permet à l'élève de comprendre les attentes et qu'est-ce qu'il doit comprendre de plus pour atteindre le niveau supérieur, je suis pour ce type de questions. Le problème avec les textes à trous, c'est du repérage de mots et essayer de deviner le mot. Et on ne vérifie pas que la personne a compris en complétant un mot. Donc c'est pour ça que je ne suis pas vraiment pour ce type de texte à trous. Ça peut être... Alors, le repérage de mots peut être important, en 6e notamment, justement parce qu'on est au niveau A1 et on veut que l'élève comprenne qu'il peut repérer des mots à l'intérieur d'un flux de paroles. C'est logique, ouais. Et donc, à partir de mots qui sont répétés ou accentués, qu'on amène l'élève petit à petit à comprendre que c'est comme ça qu'il va réussir à comprendre, il va faire sens à partir de ce qu'il a compris, je trouve que c'est une bonne idée. Mais alors, tout ce qui est les graphiques, les tableaux, etc., ça peut aider à organiser la pensée, à comprendre que, par exemple, il y a un personnage, il est en relation avec d'autres personnages, donc il va falloir qu'il trouve 2 ou 3 personnages, et des caractéristiques des différents personnages. Donc, soit ça peut être des bulles, soit ça peut être un tableau à double entrée. Attention, tout le monde ne maîtrise pas le tableau à double entrée, même en 6e, c'est pas nécessairement facile. Mais ça peut aider l'élève et le guider dans les informations qu'il doit trouver. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc c'est pas non, mais c'est pas vous voyez, alors avec moi ça va souvent être l'un ou l'autre parce que en fait à la base comme je dis toujours, je veux qu'on me prouve que c'est pas possible. Tout est justifiable. Et donc si vous me le prouvez, ok, mais en tout cas moi je vois l'intérêt des 2. Peut-être que ça dépend du type de support, de l'information qui est donnée à l'intérieur, du nombre de personnes qui parlent. Est-ce que c'est qu'une personne qui parle d'elle-même ou est-ce qu'elle fait référence à plusieurs personnes, etc. Ok, d'accord. Oui, non, c'est ce que je pense que c'est ce que j'avais compris aussi, c'est qu'il y a un moment où on voit par rapport au document, on essaie de faire par rapport au document, la difficulté du document. En effet, plus il y a de choses, plus il va falloir peut-être les guider pour qu'ils puissent être en réussite aussi et qu'ils puissent comprendre collectivement ce qui se passe. Alors, les stratégies de compréhension orale, quand on me pose la question, c'est au niveau de repérer les mots connus. Donc, on peut aussi, quels sont les mots que tu as reconnus? Quels sont les mots qui sont identiques en français? Quels sont les mots qui sont répétés? Quels sont les mots qui sont accentués, etc. Pour petit à petit amener l'élève à comprendre qu'il y a des stratégies de compréhension, y compris les anglophones utilisent, les native speakers, parce que dans le flux de parole, on ne fait pas nécessairement attention à tout. Mais qu'il y a des stratégies, et ce qui est important, ce qui est important à comprendre, c'est que la différence entre un bon élève et un mauvais élève, c'est que souvent, le bon élève, il a les bonnes stratégies pour lui, sans même se rendre compte. Et le mauvais élève, il lui manque les stratégies. Et donc, de comprendre qu'il y en a plusieurs et qu'il faut qu'il choisisse celle qui est bien ou celle, il peut y en avoir plusieurs, celles qui sont bien pour lui en ce moment, et après qui peut travailler sur d'autres stratégies plus tard. Et donc, voir avec l'élève, réfléchir, voilà, comment est-ce que tu as fait, par exemple, pour apprendre ton vocabulaire ou pour comprendre un texte? Qu'est-ce qui t'a permis de donner du sens à partir de, par exemple, d'un champ lexical de plusieurs mots, de comprendre que globalement, le document doit parler de telle ou telle thématique. Ouais, on est presque sur des stratégies aussi parfois de pré-écoute où ça peut être intéressant. Ça fonctionne assez bien aussi, ça. C'est très important, la pré-écoute, parce que, pour plusieurs raisons.
La première, c'est parce que l'élève va pouvoir anticiper et donc pouvoir infirmer ou confirmer que ce qu'il va entendre correspondait à ce qu'il pensait avant. Donc ça, c'est très important. Et cette stratégie-là, elle fait partie de la stratégie normale de toute personne qui écoute un document. C'est-à-dire, on anticipe, même quand on lit une histoire, quand on lit un roman, etc., la pensée est « ça va arriver », et finalement, on confirme ça arrive ou ça n'arrive pas. Et puis, on continue à lire et ça arrive ou ça n'arrive pas. Et donc, il y a ce côté-là. Et puis, il y a le côté, j'ai oublié la deuxième chose que j'allais dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, ouais. Non, mais c'est ça en fait. Je me souviens, là, j'ai testé il y a 2-3 semaines de faire un bingo. En fait, un bingo, c'était sur les national parks. Et en fait, ils ont fait une grille de bingo. Et je leur ai dit, ben voilà, on va écouter un document audio qui s'intitule Rules in National Parks. Et donc, ils devaient anticiper donc 9 mots. Donc, ils ont dû mettre 9 mots dans leur bingo. Alors là, ça a été difficile à leur expliquer. Tout en anglais, le fait qu'en effet, ça allait être, fallait deviner les mots, anticiper les mots qui allaient être dans la compréhension orale. Mais ils étaient très contents parce qu'en fait, ils ont écouté la compréhension orale. En fait, ils cochaient les mots à chaque fois qu'ils l'entendaient dans la compréhension orale. Donc, j'ai eu le droit à plein de bingo, parce qu'on avait anticipé aussi. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple pour certains élèves de se dire, ah oui, c'est vrai, j'ai entendu les mots que j'ai écrits oui, c'est plus simple pour eux. Si je me souviens quand j'ai commencé à enseigner l'anglais, c'était avant le CAPES. On m'avait fait écouter du japonais et je devais repérer les mots à l'intérieur. Mais en fait, c'était un flux de paroles, ça n'a pas de sens. Donc, pour les élèves, anticiper d'avance des mots pour pouvoir les reconnaître quand on va entendre, c'est important. Mais par rapport à l'activité, ce que vous avez dit, la difficulté de faire comprendre, quand on fait une nouvelle activité, je pense que souvent, quand on fait une activité la première fois, c'est raté. Et c'est pour ça que je dis à mes professeurs, ne faites jamais une activité spécialement pour l'inspection. Les élèves, ils ne vont pas comprendre. Faites quelque chose que vous faites habituellement. Et c'est normal que ce soit raté puisque les élèves, ils ne comprennent pas. Et donc, ce n'est pas parce que c'est raté la première fois qu'il ne faut pas recommencer. Mais non, la deuxième fois, ça va bien se passer. C'est ça, on rentabilise en fait les activités qu'on peut faire. C'est clair qu'il faut, il faut continuer. Et puis, il ne faut pas hésiter s'ils n'ont pas compris, dire OK, time out. Alors là, bon, ce que je veux dire, c'est tout simple, c'est ça. Ou vous demandez à l'élève avant qui a compris, s'il vous plaît, help, etc. Mais si ça ne marche pas, de prendre. Mais anticiper, la recherche montre que dire aux élèves, si vous décidez de ne pas passer par le français, mais de dire aux élèves, OK, this is going to be difficult, 2 minutes, we are going to try. Okay? Et vous essayez et vous dites after we're going to play a game, okay, etc. Mais anticiper sur la difficulté et leur dire ça va être difficile, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, etc. On va quand même y arriver. Eh bien, ça rend la chose moins difficile parce que l'élève il sait que c'est normal que ce soit difficile. C'est ça, exactement. Non, ça et ça les rassure vraiment là-dessus. Je suis d'accord. Alors, autre question. J'arrive pas à faire de transition entre ce qu'on vient de dire et la prochaine question. C'est pas grave. Alors, on parle souvent des séquences et de la longueur des séquences, et je sais que vous en avez parlé sur votre chaîne YouTube. Devrait-on faire 6 heures seulement? Non, mais alors je ne comprends pas d'où ça vient. Je sais pas non plus. Alors, je sais que nous, à l'ESP, on nous avait dit il faut vraiment essayer de restreindre à 9 heures. Nous, on nous avait dit 9 heures. J'ai déjà lu 6 heures. Mais et c'est vrai que les enseignants, ils paniquent. Hein, mais je ne comprends pas. Alors, je ne pense pas qu'il faut s'interdire. Par exemple, je vois sur Instagram des jeunes collègues qui font des choses extraordinaires, vraiment des très, très belles choses intéressantes. Par exemple, si vous voulez faire 6 heures sur Thanksgiving, ou même 2 heures, hein, ou même 4 heures, pas de problème. Mais l'objectif d'une séquence, pour moi, c'est de développer des activités langagières, enfin une principale, mais il peut y en avoir 2, mais quand même qu'on se fixe des objectifs sur le plan des activités langagières et sur le plan des savoirs. Pour que les élèves soient évalués correctement, il faut qu'ils aient été entraînés. Et il faut qu'on parle de quelque chose quand même. Il faut que ce soit intéressant, on ne va pas dire n'importe quoi. Donc, 6 heures, franchement, je ne vois pas. C'est pas réaliste. Ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Je ne comprends pas comment on peut entraîner les élèves à réussir et les évaluer et corriger le contrôle. Et je veux qu'on me le prouve. Voilà. Les personnes qui disent des choses comme ça, il faut qu'ils le prouvent. Et je ne comprends. Et en plus, comme je disais dans ma vidéo, oui, le plaisir de prendre le temps, de faire découvrir des choses, de pas stresser parce qu'on vous dit que ça doit être 6 heures.
Donc, je ne comprends pas c'est des injonctions que des personnes, je ne sais pas qui, transmettent. Je vais vous donner un autre exemple par rapport au français et en anglais. Une anecdote. Quand j'ai commencé mes webinaires, donc j'allais inspecter des stagiaires. Et je vois une stagiaire et elle me dit « Oh, merci Madame Radkov pour votre webinaire sur le vocabulaire, sur le lexique. » Et je lui dis « Ah bon, je suis contente, etc. » Elle me dit « Parce qu'en fait, on nous disait qu'il ne fallait surtout pas que le lexique soit écrit par les élèves en français dans les cahiers. Et si on mettait le français dans les cahiers, donc il fallait que les élèves écrivent au crayon à papier, comme ça, si on était inspecté, il fallait demander aux élèves d'effacer toutes les traductions au crayon à papier dans les cahiers. » Et j'ai dit, mais d'où ça vient, cette histoire? Et parce que dans le webinaire sur le lexique, je disais, il faut clairement qu'il y ait la traduction en français pour que les élèves comprennent, qu'ils puissent l'apprendre, etc. Et donc, en fait, il y a des choses comme ça, des choses qu'on véhicule. On dit, il faut, alors qu'en fait, j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Et donc, les séquences de 6 séances... Je trouve ça triste de donner une telle pression aux enseignants et de leur enlever le plaisir ne serait-ce que la tâche finale. Quel bonheur de faire un travail bien fini, quelque chose qui est beau, qui peut être accroché, dont on peut faire la publicité, dont l'élève va être fier. Et une tâche finale réussie, c'est quelque chose où on peut être exigeant, c'est-à-dire sur le plan de l'écriture, de faire quelque chose qui est propre, quelque chose, des phrases qui sont construites et correctes. Et donc, en 6 heures, comment on fait quelque chose à la fois de rigoureux, où il faut du temps quand même pour les élèves d'écrire. Si je pense au 6e, c'est pas toujours facile de prendre le temps d'avoir une orthographe, enfin, ne serait-ce que l'orthographe, d'apprendre les phrases, mais aussi de l'écrire, de faire quelque chose dont ils vont être fiers, et dont le professeur sera fier aussi. Qu'est-ce que les élèves vont avoir découvert par rapport au thème, qu'on puisse dépasser une vision stéréotypée. On ne va pas faire qu'un parc national ou une partie d'un parc. Voilà. Oui, mais je suis tellement content que vous disiez ça parce qu'en plus, donc ça m'est arrivé la semaine dernière où donc là, en effet, donc là, je viens de terminer et on a passé du temps sur la partie conception parce qu'en fait, donc ils devaient jouer le rôle de Rangers. On a utilisé un fond vert. Ils ont fait un petit peu de montage vidéo parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils parlaient de quelque chose, il y avait l'image qui devait apparaître. Et c'est vrai qu'on a pris du temps. Et les élèves, mais ils sont tellement fiers d'eux parce que ils étaient dans leur rôle. Ils ont fait des vidéos à deux d'une minute 30, enfin plus d'une minute 30 sur vraiment. Ils ont présenté leur parc du début à la fin. C'était quel niveau? Des niveaux 5e. Donc ils doivent parler de l'environnement, des règles dans le parc, les équipements qu'on doit prendre avec soi au cas où. Enfin voilà, il y avait toute une construction et ils ont fait beaucoup de recherches. Donc ils ont appris. Alors ils sont devenus un petit peu experts de leur parc. Dans la séquence, on a vu plein de choses, mais et vraiment, ça me rassure parce que la semaine dernière, donc j'écrivais dans Pronote, je me disais leçon 10, 11, préparation du projet final, leçon 12, on filme. Enfin, je me disais mince, c'est terrible, on a passé autant de temps. Et en fait, les productions sont tellement belles que ça. Et même les élèves, ils ont envie à la fin de est-ce qu'on peut revoir notre vidéo? Mais bien sûr, ils sont contents d'eux. Ils ont créé quelque chose de beau. Donc, mais sans compter le temps qu'il faut pour qu'ils retiennent la prononciation, l'accentuation des mots, pour que ce soit dit correctement. Mais moi, vous dites 10 cours, mais ça veut dire que c'est 10, 12, mais ils ont 3 heures par semaine, donc ça fait 4 semaines. Mais même une séquence, ça fait 5 semaines. Pour moi, c'est bon, hein, 5 semaines, mais oui. il ne faut pas se limiter. Il faut, si des fois, un cours est raté. Des fois, par exemple, ça arrive que les professeurs fassent une évaluation et c'est complètement raté. Okay, mais parce que le professeur se rend compte, zut, alors, c'est pas les élèves qui sont nuls, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il faut que je reprenne. Et si on fait des cours de 6 séances, on ne va pas entraîner les élèves. Non. Et on va mettre les élèves dans un stress continu d'évaluation. Or, moi, je suis persuadée que votre tâche finale, les élèves n'oublieront jamais de leur vie. Oui, je pense ça, ils m'en reparlent des fois. Les années précédentes, ils aiment bien. Et vous pouvez la mettre sur le site du collège, vous pouvez la mettre la journée porte ouverte, etc. Et c'est ça le bonheur d'enseigner, c'est le bonheur pour les élèves aussi de créer des choses. Mais c'est pas juste le bonheur pour le bonheur, hein, je veux dire, c'est l'exigence aussi. Et je ne comprends pas en quoi on amène les élèves à plus progresser. Alors peut-être que c'est en réaction à des séquences qui sont trop longues. D'accord ? Et c'est vrai qu'il y a des professeurs, ils veulent être exhaustifs. Et c'est pas possible d'être exhaustif. Mais c'est pas parce qu'il faut pas être exhaustif qu'il faut tomber dans l'excès inverse.
Ouais, je suis d'accord. Surtout en plus, c'est vrai que, enfin, on parlait de même dans la chronologie d'une séquence entre l'anticipation, l'approfondissement, une mini tâche pour voir où ils en sont. Ensuite, on continue d'approfondir. On les entraîne, projet final, remédiation. Mais en fait, enfin, c'est pas possible. 6 heures, en fait, c'est déjà les étapes pour les accompagner et les rassurer sur la tâche. Donc, c'est très cool. Non, 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 non. Et sur le plan de la notation permanente, le stress permanent, je trouve ça contre-productif pour tout le monde. Je suis d'accord. C'est pas, on n'est pas dans des cours TikTok. Voilà. Je garde l'expression. Alors, c'est le retour aussi d'une collègue qui m'a posé une question. Elle parlait des grilles d'évaluation au lycée qui sont un peu vagues et avec des sauts importants entre la première et la terminale. Y a-t-il des bases de données avec des évaluations de corrigés type pour garantir l'équité des élèves? Voilà ce que m'a proposé la collègue. C'est vrai que les grilles sont très complexes. Et il y a des colonnes différentes. Des fois, on ne voit pas le lien entre les différentes colonnes. Et à l'intérieur, le contenu à l'intérieur est fait pour tout type de support, de compréhension orale ou d'expression écrite, etc. Donc, j'ai fait des webinaires. Il suffit que vous m'écrivez à fiona.radkoff@ac-nantes.fr. Et en fait, dans des webinaires, où vous allez sur l'espace pédagogique de l'Académie de Nantes webinaire, et vous allez voir, il y a des webinaires où j'évalue des compréhensions orales, compréhension écrite, etc. Et j'ai repris la grille et j'ai surligné les mots qui étaient importants. Et en fait, ce que moi je conseille, c'est surtout ne donnez pas les grilles aux élèves telles quelles. Vous reprenez, donc vous êtes obligé en lycée, en première et en terminale, puisque les notes comptent pour le baccalauréat, vous êtes obligé de respecter le lien entre les points scores et la note. Donc on n'a pas le choix. Mais à l'intérieur de la grille, relevez que les mots-clés qui vont vous permettre à vous de pouvoir évaluer facilement et pour les élèves de comprendre clairement quelles sont les attentes. Et donc, il suffit, donc dans le webinaire, j'ai surligné en turquoise les mots-clés. Et en fait, vous gardez ces mots-clés pour les élèves. Et ces mots-clés, en général, vous allez pouvoir les garder pour tous les contrôles de compréhension écrite ou d'expression écrite ou d'expression orale. Mais vous pouvez également rajouter 1 ou 2 mots à l'intérieur de la grille. Mais avec 1 ou 2 mots dans chaque carré, en fait, ça suffit pour évaluer les élèves. Donc, il faut simplifier la grille. Et du coup, moi, j'ai une petite question aussi, qui est un petit peu personnelle, mais je pense que ça va parler à beaucoup d'enseignants aussi par rapport à la grille d'évaluation par exemple, de la compréhension orale. Donc oui, on voit plein de types de grilles de compréhension qui sont sur Internet, sur les sites éducation, etc. Dans une grille d'évaluation, est-ce qu'il vaut mieux, alors ça c'est une vraie question, est-ce qu'on va parler de richesse du vocabulaire, richesse grammaticale, ou est-ce qu'on va plutôt aller sur des points précis qu'on aura pu aborder dans la séquence? Donc, par exemple, je ne sais pas, plutôt que de mettre richesse grammaticale, on va mettre je maîtrise must et mustn't, par exemple. Dans une compréhension orale. Dans l'évaluation dans l'expression orale, l'évaluation de l'expression orale. Oui. Sinon, c'est pas clair. Sinon, c'est pas clair. Non. Oui, c'est pour ça que je me suis dit qu'il est fort. Hein. Tant qu'on n'est pas au bac, d'accord ? Moi, je suis pour l'intégration des savoirs que vous avez enseignés dans le cours, dans votre évaluation. D'accord. Et vous pouvez très bien compter 10 points. Parce que, alors après, ça dépend si vous avez des notes ou pas, mais parce que d'abord, vous avez construit une séquence avec des savoirs que les élèves doivent maîtriser et vous voulez vérifier à la fin qu'ils les maîtrisent. C'est ça. Donc, et puis aussi parce que, y compris pour des élèves très faibles, ça peut être un moyen simple de prouver qu'ils ont travaillé. Parce que des fois, quand, par exemple, je pense les mots de liaison, quelque chose de tout simple, les mots de liaison, mais ça peut être les modaux, mais les mots de liaison, c'est une manière assez facile de passer du niveau A2 à B1 en expression écrite. Donc, vous avez dit expression orale, mais c'est la même chose. Mais là, à l'idée, j'ai l'expression écrite. Et en fait, vous pouvez très bien dire, OK, dans l'expression écrite que vous allez avoir, je veux trouver 10 mots qu'on a abordés par rapport aux mots de liaison, et puis first, second, third, however, moreover, etc. Donc, je peux trouver 10 mots et vous aurez 1 point par mot. Et donc, c'est sûr que ça ne respecte pas une grille qui va évaluer globalement une expression écrite. Mais pour moi, cette étape est nécessaire pour que les élèves comprennent qu'il faut qu'ils apprennent du vocabulaire, il faut qu'ils apprennent la grammaire pour pouvoir progresser. Et donc, c'est pas pour autant que vous pouvez pas évaluer les élèves sans ça, d'accord ? Je suis pas en train de dire que vous devez faire ça, mais ça me semble logique
que les élèves sachent clairement ce sur quoi vous allez les évaluer et qu'il faut qu'ils aient appris et qu'ils prouvent qu'ils aient appris. Et donc, vous pouvez très bien dire dans la consigne « underline the linked words », par exemple. Et comme ça vous évite de chercher dans l'expression écrite et vous attribuez un point. Je trouve que c'est, en tout cas quand j'étais enseignant, ça marchait vraiment. Et quand je vois depuis, parce que là ça fait 20 ans que je suis inspectrice, donc on n'avait pas A1, A2, etc. à l'époque, mais des professeurs qui utilisent cette stratégie pour que les élèves passent au niveau supérieur en exigeant que les élèves utilisent le vocabulaire ou le lexique, etc. Parce que justement, la richesse, elle va être là. Donc la richesse, ça va être, il a utilisé 5 mots ou 6 mots. Donc au fond, on a la même idée. Mais c'est juste que c'est plus en lien avec ce que vous avez fait dans l'unité. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. C'est un peu ce que je me disais déjà. Alors, c'est juste qu'il faut faire attention que la consigne ne soit pas trop précise, parce que des fois, je vois dans l'évaluation, you must use 3 link words, 2 must, 1 have Oui, to. oui. Alors, j'exagère, hein. J'ai jamais vu ça, mais on pourrait imaginer quelqu'un qui pense, ah bah maintenant, l'inspection demande que tout soit. Et puis alors, après, on va trouver, vous voyez, c'est-à-dire, il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, mais par contre, qu'on sache clairement les attentes et qu'on puisse même comptabiliser. Je trouve que c'est bien que les élèves puissent compter, dire voilà, donc tu auras le niveau où tu auras une meilleure note si tu rajoutes des mots qu'on a vus en cours, qui sont bien utilisés. Et quand on compte, c'est les élèves, pour vous, pour les parents, c'est plus clair. Parce qu'il y en a, ils disent « Oh, mais j'ai appris, etc. » Bah oui, mais tu as appris, mais tu ne me l'as pas montré. Et en plus, un élève, par exemple, qui met 2 mots, bah, vous pouvez dire « Écoute, bah, c'est vraiment bien. La prochaine fois, tu essaies d'en mettre 3. Et puis la prochaine fois, tu en mettras 4. » etc. Oui, je vois. Alors, pour terminer, est-ce que vous auriez une ressource ou 2, pourquoi pas, mais étant donné qu'on va faire d'autres épisodes, peut-être que vous pouvez en garder sous le coude. Est-ce que vous auriez des ressources à proposer sur le thème de l'enseignement, des choses que vous trouvez inspirantes, des livres, des sites internet que vous souhaiteriez partager avec nous? Oh là là. Alors, c'est vraiment il y a tellement d'idées qui me viennent à l'esprit. Tricky question. Je réfléchis. Les livres qui m'ont le plus inspiré, mais c'est un livre qui fait 400-500 pages, dont j'ai fait une synthèse sur le webinaire sur le lexique, où vraiment il y a la recherche. Je réfléchis, je regarde parce que là j'ai plein de livres. Alors, je vais prendre. Alors, je ne sais pas si je l'ai là. C'est un livre qui s'appelle. Alors, ça va vous surprendre. Ça s'appelle Lies My Teacher Told Me. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, je ne connais pas du tout. Alors, j'essaye de voir si je l'ai là. C'est un livre. Et j'ai pas l'auteur, mais c'est pas grave. Donc je vais vous expliquer. Lies my teacher told me, ou c'est History Teacher Told Me. Je sais pas si vous pouvez taper. Ouais, je suis en train de regarder justement. Lies my teacher told me. James Lowen, c'est ça? James Lowen. Ouais. My teacher told me. En fait, c'est voilà. Moi j'ai la version bleue. Lies my teacher told me everything your American history textbook got wrong. Je trouve ce livre très très intéressant pour revenir sur des idées stéréotypées sur la culture américaine. Et c'est vraiment passionnant. Vous allez découvrir énormément de choses très intéressantes sur les Indiens, sur les choses qu'on véhicule, y compris les professeurs de collège, sur Thanksgiving, etc. Et vous allez découvrir des nouveaux héros, des nouveaux personnages de la culture, de l'histoire américaine qui vont enrichir vos cours. Génial. Donc, ce serait sur le plan didactique, pédagogique. J'ai pas une chose en tête. La personne qui a beaucoup fait évoluer ma conception de la pédagogie, c'est alors j'ai oublié son nom. C'est celui qui a écrit Learning English. C'est tout ce qui est pour apprendre le lexique en anglais. Paul Nation, qui est un Nouveau-Zélandais, qui a fait
un travail énorme de recherche sur l'enseignement de l'anglais en seconde langue. Et donc, j'ai lu tout ce qu'il a écrit. Il a fait énormément de travail de synthèse, etc. Et je me suis basée énormément sur son travail, sur mes webinaires sur son travail, speed reading, le lexique, comment faire apprendre le lexique, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup influencée. Après, il y a beaucoup d'autres personnes, mais s'il y avait un livre que j'aimerais que vous ayez sur votre livre de chevet, c'est Lies My Teacher Told Me. Ok. Mais merci beaucoup, Madame Radkoff. Je tiens à redire donc Madame Radkoff a donc une chaîne YouTube qui s'appelle The Joy of Teaching English, si je me trompe pas. Nommé par mes professeurs d'anglais, hein, c'est mes professeurs d'anglais qui l'ont nommé. Et on ne m'a pas demandé d'en faire de la publicité. Vraiment, je le fais avec grand plaisir parce que mais je suis pas payée, hein. j'adore ce que vous faites. Et moi non plus, pour vous le dire. Ok, je suis pas payée pour la chaîne, hein, donc Donc The Joy of Teaching English. plaisir, hein. Et qui a ouvert aussi donc une page Instagram et vous êtes voilà, vous travaillez, vous êtes très productive sur ces deux réseaux-là, et merci beaucoup de prendre tout ce temps pour nous parce que c'est très rassurant. Vous prenez voilà la parole du terrain et c'est juste incroyable. Donc merci beaucoup, Madame Radkoff, et merci encore d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Juste une chose par Oui, rapport à allez-y. Oui, c'est juste par rapport à Instagram. C'est parce que, en fait, avec la chaîne YouTube, je me suis rendu compte que il n'y avait pas vraiment d'échange. C'est-à-dire, on peut me poser des questions, mais finalement, les professeurs ne montrent pas ce qu'ils font. Des fois, ils donnent des idées, mais c'est quand même à la marge. Et les jeunes professeurs que je rencontre, ils ne vont pas sur YouTube. La jeune génération, il va sur Instagram. Donc, j'ai été formée pendant les vacances de Toussaint par une collègue d'anglais qui m'a expliqué comment aller sur Instagram, pardon, comment créer mon compte, etc. Et je trouve ça fantastique, ce que les jeunes font. Et puis, c'est grâce à Instagram que j'ai fait votre rencontre. Et je suis vraiment très, très, très contente. C'est vraiment... la jeune génération fait des choses extraordinaires. Je suis admirative. Et les collègues qui partent à la retraite, quand on parle des jeunes collègues, sont eux aussi admiratifs. Il faut le savoir, hein. Les jeunes, ils sont vraiment... On est très, très, très contents des nouveaux collègues qui arrivent. Merci beaucoup, Mme Radkoff. À bientôt. À bientôt. Au revoir.